Votre coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6275 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins. Supportez les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Bon début de journée pour ce jeudi 3 août. On va parler alphabétisation et immigration avec entre autres Mélanie Desrosiers de l'ABC des Hauts-Plateaux et Gaëlle Alciret ainsi que Hamilton Sidat de l'équipe immigration de la MRC de Montmagny qui ont fait des ateliers de sensibilisation dans les écoles secondaires ce printemps. Ça s'est très bien passé. Ils viennent nous en parler. Et aussi Mathieu Sirois nous fera la nomenclature de toutes les activités proposées au centre-ville de Montmagny cet été. On reçoit en entrevue aujourd'hui Mélanie Desrosiers, les co-coordonnatrices, formatrices et intervenantes jeunesse pour l'ABC des Hauts-Plateaux. Bonjour Mélanie. Bonjour. Et tout d'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est l'ABC des Hauts-Plateaux exactement? C'est une grande question. L'ABC des Hauts-Plateaux, à la base, c'est vraiment un organisme communautaire en alphabétisation et en lutte au décrochage scolaire. On œuvre dans le sud des deux MRC là, de Lillet et de Montmagny, donc on couvre les 15 villages. Et on voit l'éducation vraiment au sens large. Donc, on vient en aide ou on accompagne vraiment tout le monde, là, 0-100 ans, dans toutes les tranches de leur vie, tant que ça peut un peu rejoindre l'éducation. Je voyais que vous avez quand même une grande équipe et beaucoup de bénévoles qui travaillent avec vous. Donc, j'en déduis qu'il y a encore beaucoup de besoins en alphabétisation, là. Oui, assurément. Si on regardait les statistiques que je ne connais pas par cœur, parce que je ne retiens pas ça, mais les pourcentages sont quand même élevés. Sur notre territoire. Malheureusement, les gens ne viennent pas toujours cogner à la porte pour dire oui, j'ai un problème en alpha puis j'aurais besoin d'aide. Mais on sait que les besoins sont là puis on trouve quand même toutes sortes de façons détournées, je dirais des fois, pour réussir à rejoindre les personnes là, qui ont besoin d'un petit coup de pouce, qui veulent accepter d'améliorer leur sort ou peu importe comment on le voit. Là. C'est quoi aujourd'hui avoir un besoin d'alphabétisation? Est-ce que c'est de ne pas savoir du tout lire et écrire ou c'est améliorer, entre autres, son niveau de littératie? Bien, je pense que les deux réponses que vous suggérez sont bonnes. Ça dépend vraiment de chaque personne et des besoins de chacun. Je pense que personne n'a les mêmes objectifs dans la vie. Donc, nécessairement, le niveau de littératie vient avec ça aussi. Là. Quelqu'un qui veut pas aller à l'université, il n'est pas obligé d'avoir les mêmes compétences en lecture et en écriture que quelqu'un qui veut y aller. Par contre, au quotidien, même si c'est juste pour faire une demande d'assurance-emploi ou n'importe quoi, ben il faut être capable de lire, aller à l'épicerie, lire un prix. Tu sais, peu importe, là, la base est là. Les aînés, de réussir à utiliser une tablette pour pouvoir communiquer virtuellement avec leur famille qui est à l'extérieur. Tout ça, c'en est de l'alphabétisation. Là. Donc, concrètement, comment ça se passe, un atelier avec vous? Un atelier en alpha? Mm-hmm. Ouais, ben en fait, encore une fois, c'est du cas par cas. On fait souvent des ateliers individuels. Donc, on va être vraiment avec une personne. On va partir de ses besoins concrets. On va partir de ce qu'elle connaît déjà. Donc, on ne fait pas exprès de répéter ce qu'elle connaît. Ça, vous le maîtrisez. On va passer à l'étape suivante, puis on va avancer. Mais c'est vraiment majoritairement du 1 à 1. On réussit plus du tout, je dirais, ces temps-ci, à faire des groupes. Donc, en étant en individuel, ben, on est certain d'arriver avec un résultat concret parce qu'on avance à la vitesse que la personne veut avancer et surtout dans la direction où elle veut aller. Vous avez utilisé l'expression « ces temps-ci », c'est qu'autrefois, c'était vraiment plus des groupes? Ben oui, si on recule de plusieurs années. Moi, ça fait 13 ans que je suis à l'ABC, là, mais je le sais que même quand moi j'ai commencé, on avait encore quelques petits groupes, mais ça s'est vraiment amenuisé. Ouais, avec le fil du temps, sauf que c'est ça. Si l'organisme a un petit peu plus de 25 ans maintenant, quand ça a commencé, c'était vraiment juste de l'alphabétisation, c'était vraiment des groupes qui étaient là 2, 3, 4 jours semaine, puis qui avaient vraiment la base de la lecture qui était là, puis en même temps, c'est de l'éducation populaire, fait que ça allait un petit peu plus large que juste savoir lire et écrire, là. C'était de maîtriser plusieurs concepts aussi présents dans la société, utiles au quotidien.
Donc, mais c'est ça, maintenant, on est vraiment plus dans l'individuel. Et pas parce qu'on est fermé à faire des groupes, là, c'est vraiment pas ça. Si le besoin était là, si on avait 3, 4, 5, 10 personnes en même temps qui voulaient faire des groupes d'alpha, on serait ouvert, c'est sûr, on répondrait aux besoins. Tout en étant quand même axé sur les besoins de chaque personne, même si c'était à travers un groupe, là. Le défi est plus grand, mais c'est quand même intéressant à faire. Mais est-ce que ça rassure pas davantage les gens de savoir qu'ils peuvent avoir une proximité en étant justement en un à un, en y allant en alphabétisation solo? Ben, je pense que oui, puis ça vient diminuer leur gêne, probablement, parce qu'ils sont pas estampillés, là. J'ai besoin d'aide. Donc, c'est juste qu'ils viennent nous voir pour quelque chose, on les aide dans ça, mais les gens autour d'eux ne sont pas nécessairement au courant. Fait que je pense qu'effectivement, c'est sécurisant. Puis, en même temps, nous, ça nous permet d'identifier des besoins qu'on n'aurait peut-être pas vus en groupe, autant directement en alphabétisation que sur d'autres aspects de leur vie. Quand on est en un à un avec les gens, on développe justement une entraide de proximité, puis les gens ont tendance à se confier davantage. Donc, plein de besoins, de difficultés qui peuvent ressortir, là, qui sont loin de l'alphabétisation, mais auxquels on va répondre en référant vers les bonnes ressources. On dirait que j'ai une mouche devant moi. Les visages des MRC ont beaucoup changé et là, je parle vraiment des visages concrètement. Là. Il y a des gens d'un peu partout qui sont venus s'implanter ici à notre grand bonheur et j'imagine que ça a changé aussi les demandes et les besoins auxquels a dû répondre la BCD au plateau. Ben oui, c'est sûr que, mais en même temps, dans les 2-3 dernières années, effectivement, ça a changé radicalement parce que là, je m'enlignais sur la francisation pure et simple ou la francisation communautaire parce que nous, on fait pas de la francisation scolaire. Que je fais une différence entre les deux, mais on a toujours fait de la francisation communautaire, tu sais, même à mes débuts, mais c'était plus des anglophones qui étaient dans le coin puis qu'on réussissait à améliorer leur français. Là, c'est sûr que c'est diversifié, il y a un paquet de demandes ou de défis différents à relever, ce qui nous permet en fait d'innover encore et de présenter des nouveaux projets. Et entre autres, vous faites des activités aussi pour peut-être aider les gens à créer une mixité dans la région, dans les communautés? Oui, ben là, vous parlez probablement du nouveau projet Interaction, dans le fond, qui est vraiment un projet interculturel depuis le début février que ce projet-là existe. Concrètement, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de faire en sorte que les gens se réunissent ensemble et apprennent à se connaître. Le but, c'est de briser les barrières. Peu importe, là, vous parliez de couleur, ben, tu sais, peu importe la couleur qu'on a, on peut tout mélanger ça ensemble puis faire quelque chose de super dynamique là, pour notre milieu et notre communauté. Ce qui fait qu'on a développé depuis, dans le fond, la première activité a eu lieu fin mars, si je ne me trompe pas, là, mais il y a vraiment des activités culinaires et artistiques qui ont lieu à chaque mois. Là, présentement, dans le sud de la MRC de l'Idée, mais l'idée, c'est de faire la même chose du côté de la MRC de Montmagny. Je voyais justement que vous aviez fait votre 3e activité comme ça le 23 juin dernier. Vous aviez profité de la fête de la Saint-Jean-Baptiste pour essayer de voir et demander aux gens de nous parler de leurs fêtes nationales respectives. Ben oui, c'était ça l'idée. Puis là, en fait, on ne dit pas qu'on voulait mettre la fête nationale du Québec à l'honneur. C'était même pas ça au début. C'est qu'il fallait réserver les locaux. Puis la seule date disponible en juin, c'était le vendredi 23. Donc, on s'est dit que tant qu'à avoir cette date-là, c'était dur de passer à côté. C'est ce qui fait que on est parti avec l'idée de la cuisine québécoise. Puis après ça, ben du côté artistique, là, on a vraiment fait quelque chose de différent pour entendre puis voir concrètement comment tout le monde fête leur fête nationale à eux, qui est pas le 23 ni le 24 juin, évidemment, mais c'est ça. Donc, il y a eu plein de belles discussions puis plein de bricolage puis de sculptures. Là. Ben, en fait, ça fait une grosse sculpture collective, très pesante et pas pratique à déplacer, mais elle est là quand même et elle représente bien la journée qu'on a eue. Et vous travaillez sur une exposition pour que les gens aient accès à ces sculptures-là, entre autres. Ben oui, c'est ça. À chaque mois, dans le fond, la partie artistique, évidemment, il y en a qui font... là, derrière moi, je sais que je le cache. Là. Faut pas que je bouge, mais je bouge quand même. Derrière moi, il y a une piñata qui est là, qu'on a fait le mois avec le Guatemala. Puis nous, on garde certaines œuvres plus ambitieuses, mais chaque personne sur place repart quand même avec des plus petits morceaux. Mais l'idée, en janvier prochain, c'est vraiment de réunir toutes les œuvres qu'on va avoir fait là, à chaque mois, dans le fond. Donc, colorant ou pas colorant, mais en représentant chaque pays, chaque culture qui va avoir été là.
toutes ces œuvres-là vont être réunies pour que tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui peut participer à nos activités, donc là, ça va être ouvert à la population en général. Les détails sont à venir, on n'est pas rendu à prévoir quelle date exactement. Donc, il y a un prochain atelier culinaire et artistique qui se déroulera au mois de juillet, j'imagine? Oui, le 15 juillet. Je regarde là parce que j'ai un calendrier, mais oui, le 15 juillet, toujours à Tourville. Et cette fois-ci, c'est les Philippines qui seront à l'honneur. Donc, nous, dans le fond, on a 2 intervenantes qui vont rencontrer, là, dans ce cas-ci, une gang de Philippins qui sont ici à Saint-Pamphile. Puis là, ils ont discuté avec eux pour voir le menu, qu'est-ce qu'on va faire, parce que nous, on connaît pas ça, la cuisine philippine. Donc là, c'est eux qui ont élaboré leur menu. Puis, du côté artistique, c'est la même chose, là. Les filles sont parties un peu avec des idées qu'ils avaient vues sur Internet. On essaie d'arriver avec une base pour avoir l'air de connaître leur pays, mais disons qu'on a besoin d'eux pour en connaître vraiment davantage. Puis là, avec eux, ils ont choisi concrètement qu'est-ce qui va être fait artistiquement, puis comment les gens vont pouvoir mettre la main à la pâte dans tout ça. Mais oui, 15 juillet, on est en période d'inscription. D'après moi, ça va vite. D'habitude, les places se remplissent très rapidement. Ça bouge beaucoup dans nos MRC, puis ça crée justement de belles idées comme ça et de beaux rapprochements. Ça nous fait découvrir beaucoup de choses et on apprécie. Bien, félicitations pour votre travail à l'ABC des Hauts-Plateaux. On discutait avec Mélanie Desrosiers, elle est co-coordonnatrice, formatrice et intervenante jeunesse pour l'ABC des Hauts-Plateaux dans l'Île-Sud et dans Montmagny-Sud. Merci, Mélanie. Bien, merci à vous. Bonne journée. On vient de parler d'interculturalisme, de rassemblement. Eh bien, on va en parler encore dans quelques instants, mais cette fois-ci avec Gaëlle Alciret et Hamilton Sidad, qui sont de l'équipe immigration de la MRC de Montmagny. On va parler des ateliers de sensibilisation qu'ils ont fait dans les écoles secondaires Louis-Jacques Cazot et à Saint-Paul-de-Montmagny également ce printemps. Ça s'est très, très bien passé. Ils en sont bien fiers. Un peu plus tard aussi dans l'émission, on rejoindra Mathieu Sirois, directeur général de la Société de développement économique de Montmagny. Un tout nouveau service de balade en triporteur électrique est offert à Montmagny. Les personnes âgées de 55 ans et plus peuvent profiter gratuitement de cette nouvelle activité qui leur permet une promenade sécuritaire dans les parcs et les plus beaux espaces publics de la ville. Le service est disponible du lundi au vendredi jusqu'au 18 août. Pour en savoir plus et pour réserver une balade, visitez le ville.montmagny.qc.ca/triporteur. Le Festival rétro de Cap-Saint-Ignace est de retour pour une 13e édition les 11, 12 et 13 août prochains au Parc Optimiste. Plusieurs groupes de musique rétro seront sur place pour vous rappeler les plus beaux souvenirs. Exposition et parade de voitures antiques, méchoui le samedi soir, brunch le dimanche matin, emplacement pour roulotte, tout a été pensé pour vous faire passer de bons moments au Festival rétro de Cap-Saint-Ignace au profit de l'organisme Marchand de Bonheur, levée de fonds pour les enfants malades. On vous attend. Êtes-vous Pro-Mutuelle Assurance? 418-248-7940. La 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 la! Du 23 au 27 août, c'est le Festival du Bûcher de Saint-Pamphile. Bingo le jeudi avec 4200 $ en prix. Vendredi, plusieurs activités, spectacles en soirée avec Phil Lauzon, Les Deux Frères et hommage à AC/DC avec High Voltage. Samedi, compétition forestière, structure gonflable, parade, spectacle avec Alter Ego, Québec Redneck Bluegrass Project et hommage à Bob Bissonnette. Dimanche, brunch, compétition et Paul Darèche en après-midi. Le Festival du Bûcher de Saint-Pamphile du 23 au 27 août, festivaldubûcher.ca. Votre Canadien Tire Montmagny vous offre un inventaire complet pour votre magasinage. De plus, retrouvez un immense choix de produits pour votre animal de compagnie. Votre Canadien Tire à Montmagny, la place par excellence pour magasiner à Montmagny. Fringues et Futé, la destination incontournable pour découvrir nos designers québécois. Plus de 50 marques en boutique. fringuesfuté.com.
Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. On reçoit aujourd'hui, vous les aurez reconnus, Gaël Alciré et Hamilton Sidad de l'équipe Immigration de la MRC de Montmagny. Bonjour, messieurs. Bonjour, Marie-Ève. C'est toujours un plaisir de vous avoir en studio avec nous. Ça fait du bien, Merci de nous recevoir. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. C'est qu'on a reçu un communiqué la semaine dernière qui parlait des fameux ateliers de sensibilisation que vous avez fait au niveau des écoles secondaires. Vous en aviez parlé lors des chroniques. Mais là, j'aimerais voir le après, justement. C'est votre ressenti par rapport à ça. Comment vous avez vécu ces ateliers-là et comment les jeunes les ont vécus? Je pense que notre sourire va dire tout de suite Oui. que c'était très positif. Hein? En fait, on a reçu plus de 250. On a visité, parce que nous, on a quitté notre bureau pour parler justement des enjeux interculturels, qui c'est une réalité d'aujourd'hui. Exactement. Hein? De plus en plus dans notre région. De plus en plus dans notre région. Et l'accueil de la jeunesse était vraiment quelque chose de spécial. Pour nous, c'est un plaisir de voir que les jeunes sont de plus en plus ouverts. Ils participaient, ils faisaient des questions. Exactement. C'était vraiment très participatif. Oui, et en plus, ce qui était étonnant, c'est qu'on pouvait faire ce genre d'atelier en début de semaine, à la première heure, ou en fin de semaine, à la dernière heure, et on arrivait toujours à capter l'attention de ces étudiants. Donc on voyait que c'est vraiment un sujet qui intéresse. Là. Mais déjà, vous dites qu'ils ont posé des questions. Oui. Ça montre justement qu'il y a un intérêt accru. Puis ça, je trouve ça impressionnant. Des adolescents, là. Ouais. Oui, c'est tout à fait la Ouais. réalité que nous vivons présentement. Si nous regardons notre entourage, si on sort la rue de Montmagny et région, on va voir de plus en plus des gens qui sont issus d'immigration présents dans notre territoire. Et les jeunes, ils perçoivent ça. Et ils ont quasiment tous un ou une amie qui est issue de l'immigration. Et donc ça montre cette certaine ouverture et cette habitude justement à côtoyer des gens d'une autre nationalité ou d'une autre culture, d'une autre langue. Parce que dans les dernières années, il y a beaucoup de familles qui sont venues s'implanter Beaucoup dans de la familles. région. Tout à fait. Donc, des jeunes aussi. Là. Des jeunes Exactement. qui vont à l'école. Donc, pour nous, notre intérêt majeur, c'est que ces 250 élèves que nous avons rencontrés, et qu'à la fin d'atelier, vont devenir 250 ambassadeurs de notre région. Ah ben ambassadeurs de la diversité. Diversité. Tu comprends? Quand je parle de la diversité, c'est pas seulement au niveau de l'immigration, mais tout ce qui soit touché à la différence. On va vraiment bâtir une société plus équitable. Donc, on dit que les élèves étaient justement dans les rendez-vous avec nous, poser des questions. Il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup C'est très d'enthousiasme. bien Et notre langage, pendant ces genres d'ateliers, c'est un langage extrêmement accessible les adolescents et les élèves. Donc ça nous permettait vraiment d'avoir un bon résultat. Aussi, on a essayé de retourner, on va dire. On leur a posé la question, par exemple, dans quelle situation où ils ont pu connaître justement, ils sont allés dans un pays, ils ont été confrontés à la barrière linguistique ou aux différents, justement. On a essayé un peu de faire retourner un petit exercice comme ça. Ouais. Et je pense que les jeunes sont beaucoup plus conscients, et la population en général sont beaucoup plus conscients, justement, et ça va permettre de faciliter l'intégration de nouvelles personnes sur notre territoire. Donc, 250 jeunes à Saint-Paul-de-Montmagny et à Montmagny. Mais ça, dans les écoles, ça veut dire que ce sont des gens qui restent dans les territoires au complet. Oui. Et ça, pour nous, c'était, comme je te dis, c'était vraiment très gratifiant de voir ce genre de situation, la participation. Et comme j'ai dit, à la fin, on nomme tous comme des ambassadeurs de la diversité de la région de Montmagny. Mais 250, il y en a plus que ça, là, à rencontrer. Oui, parce que c'est vraiment, comme je t'ai dit, la participation était très forte. Les gens étaient vraiment présents. Ils ont posé des questions. Et ça, pour nous, pour notre travail, c'est gratifiant. Ça. Oui. Là, c'est la période estivale. J'imagine que vous allez reproposer ce genre d'atelier-là pour l'automne, à d'autres groupes. Les gens sont en vacances. J'ai dit que présentement, ils vont faire en action pendant les vacances, soit vacances d'été au complet. Je suis certain que quand ils vont rencontrer des gens qui sont issus d'immigration, ils vont faire un bon accueil. Parce que ça, on en parle aussi pendant l'activité, comment accueillir les gens, comment être... Je dis toujours que tout ça commence avec un bon bonjour et avec un bon sourire. Oui. Mais c'est vrai qu'on réfléchit à rééditer ce type d'atelier en milieu scolaire à l'année prochaine. Est-ce que vous allez aller au niveau primaire aussi? Nous, on est en prévision. On commençait avec un niveau école secondaire. Oui. On prévoit aussi pour les garderies, pour les services de garde, plus à niveau des gardiennes, des personnes qui travaillent plus du côté éducation, pas pour les enfants, mais c'est plus lié à accepter les parents qui viennent et comme travailler avec les enfants aussi des sous d'immigration. Ça, c'est très important.
Messieurs, bon, oui, c'est l'été, mais pour vous, le travail ne s'arrête pas là. C'est pas les vacances tout l'été. Il y a encore des gens issus de l'immigration qui s'en viennent ici pour s'installer. C'est le moment majeur pour nous autres, que les gens vont choisir d'immigrer, de faire le processus d'immigration. Justement, pendant l'été, c'est plus facile. Le choc est peut-être moins épais qu'avec l'hiver aussi. Oh oui, c'est moins épais. On s'y prépare tranquillement. Oui, voilà, c'est tout un travail de préparation. Parce que, Gaël, on vient de parler côté de logement parce que c'est plus facile de trouver. Exactement. Mais on demande les gens, on fait un genre On est vraiment confronté à un défi. Il y a plusieurs personnes qui vont être recrutées dans notre région. Ils ont passé des entretiens. Donc, ils sont prêts à travailler. Le problème, c'est le logement. Bien sûr. Pas de logement disponible. Ouais. Et c'est un vrai problème non seulement pour les entreprises, parce que forcément, elles ne peuvent pas commencer à travailler. Et dans un second temps, c'est aussi pour ces personnes-là ça peut les mettre dans des situations un peu plus précaires parce qu'elles ont besoin de travailler immédiatement. Oui. Et c'est vrai que ça, c'est une réalité de notre région, mais d'un peu partout au Québec. C'est qu'il y a une forte disponibilité en emploi, mais une très faible disponibilité en logement. Et c'est une question pas seulement pour nos nouveaux arrivants, aussi partout, tout le monde. Les gens du Québec ont la même difficulté aussi. Mais nous, on demande souvent pour les gens qui, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont des retraités, qui vivent dans une maison avec 3, 4 chambres, toutes seules. Pourquoi pas louer une chambre à une personne qui vient d'arriver? Ça va être bien pour avoir une personne de plus à la maison, pour aussi distribuer les tâches ménagères. Tout à fait. Tu me comprends? Et en plus, l'intégration. C'est comme ça qu'on fait. Partage le français, la personne va quand même monter comme par l'espagnol. C'est ça le partage interculturel. Et en plus, ça va être un revenu pour cette personne. On a des gens qui ont des maisons. Pourquoi pas loger? Reste cette option-là. Si les gens ont des questions à ce niveau, comment je peux faire pour vivre avec une personne d'autre culture, nous sommes là pour aider à... Et puis, ça se fait de plus en plus et en général, ça se passe très, très bien. Très bien. Oui, parce que les gens arrivent habituellement seuls pour commencer à travailler et plus tard, quand ils vont avoir leur logement, ils vont faire venir la famille. Tout à fait. Donc, on ne parle pas d'amener une famille complète chez soi. On parle de peut-être... Même si une personne, un travailleur... C'est ça, de façon temporaire. Qui va commencer à s'installer, que ça va prendre probablement 1 ou 2 ans pour faire venir leur famille. Ça dépend de la situation. Mais c'est des temps que cette personne-là va avoir la chance d'avoir une place pour rester. Deuxième chose, un bon lien d'intégration. Parce que entre deux cultures, la meilleure chose, c'est s'y confronter, c'est parler. Tu me comprends? C'est côtoyer. Et de permettre aussi la francisation, parce qu'on leur rappelle qu'ils ont droit à des cours de... Alors pour ceux qui ne parlent pas français, en tout cas, ils ont le droit à des cours de francisation gratuits une fois qu'ils arrivent. Et en plus de ça, ça pourra peut-être mettre en pratique leurs connaissances qu'ils ont acquises lors de leur cours avec les locaux ici. Oui, c'est ça. Et pour ceux qui parlent français, c'est d'apprendre la langue québécoise. La langue québécoise, c'est l'expression. Tout à fait. C'est ça, c'est justement les points plus importants de ce projet-là. C'est justement que la personne va avoir la possibilité de plonger dans la langue française. C'est ça, de l'immersion. La langue, messieurs, madame, tout le monde parle, tous les jours. C'est ça qu'on veut vraiment. Est-ce que vous avez besoin aussi, quelquefois, de meubles, de choses comme ça? Est-ce que les gens peuvent vous contacter s'ils ont des choses à donner pour les gens qui arrivent? Si les personnes ont quelque chose à donner, on va les informer. Et nous avons une page dans Facebook, c'est Migration Région de Montmagny. Et avec ça, on affiche les gens qui ont besoin, ils vont contacter la personne. Et ça va, je suis certain, pour une personne qui vient commencer une nouvelle vie, ça va aider beaucoup. Et même si toute personne a un logement ou connaît un contact, justement, qui propose peut-être des appartements ou des chambres, c'est vraiment serait les bienvenus de nous contacter. Oui, exactement. C'est la même page pour vous contacter pour les logements ou il faut passer directement par la MRC de Montmagny? Donc, tous les deux. Tous les deux, oui. Tous les deux, ça va arriver justement, n'importe laquelle des deux ça va être transmis, à mon avis. Ça va être transmis directement pour notre équipe. Alors, on va souhaiter un bel été interculturel. Oui, merci, on a besoin. Un bon maillage qui se poursuit. Oui, et du soleil, ça va faire du bien pour intégrer les gens et pour nous autres aussi changer de couleur un peu. Oui. J'ai commencé, là. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On recevait Gaël Alciret et Hamilton Sida de l'équipe Immigration de la MRC de Montmagny. Une foule d'activités sont proposées tout au long de l'été pour se rassembler au centre-ville de Montmagny. Mathieu Sirois, qui est directeur général de la Société de développement économique de Montmagny, en propose plusieurs dans quelques instants. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de la pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents.
Le Festival rétro de Cap-Saint-Ignace est de retour pour une 13e édition les 11, 12 et 13 août prochains au Parc Optimiste. Plusieurs groupes de musique rétro seront sur place pour vous rappeler les plus beaux souvenirs. Exposition et parade de voitures antiques, méchouis le samedi soir, brunch le dimanche matin, emplacement pour roulotte. Tout a été pensé pour vous faire passer de bons moments au Festival rétro de Cap-Saint-Ignace au profit de l'organisme Marchand de Bonheur, levée de fonds pour les enfants malades. On vous attend. Du 23 au 27 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile. Bingo le jeudi avec 4200 $ en prix. Vendredi, plusieurs activités, spectacles en soirée avec Phil Lauzon, les deux frères et hommage à AC/DC avec High Voltage. Samedi, compétition forestière, structure gonflable, parade, spectacle avec Alter Ego, Québec Redneck Bluegrass Project et hommage à Bob Bissonnette. Dimanche, brunch, compétition et Paul Darèche en après-midi. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile du 23 au 27 août, festivaldubûcher.ca. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, des gâteaux personnalisés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, des charcuteries et des fromages, des poissons frais à tous les jours, des produits locaux, sans oublier le comptoir Yuzu Sushi Express et les nouvelles caisses libre-service. Un large inventaire de bières de microbrasserie, une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. Venez vivre la différence. Achetez local à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. On reçoit Mathieu Sirois, directeur général de la Société de développement économique de Montmagny, pour une bonne raison. Bonjour Mathieu. Allô Marie-Ève. Quelle bonne raison. Oui. Premier vendredi soir de spectacle aujourd'hui. Exact. Ce soir, sur Place Montel, premier spectacle gratuit. C'est l'hommage à CCR qui va nous être offert par le groupe Swamp, qui est le groupe hommage à CCR. Là, c'est eux qui se rapprochent le plus de la vraie affaire. C'est Mallette qui nous présente ça ce soir là, en collaboration avec eux autres. Donc, on est bien contents. On avait hâte là, au premier festif. Il y a toujours une petite énergie, une petite fébrilité. Les festifs qui sont les spectacles de soirée. Du vendredi soir, exactement. Bien, presque tous les vendredis soirs. Il y a un mardi, mercredi, mais on va faire le tour de la programmation ensemble tout à l'heure. Mais oui, règle générale, c'est les vendredis soirs sur Place Montel. C'est des shows qui sont complètement gratuits pour la population. On est bien contents de pouvoir offrir ces spectacles-là à la population. C'est un beau luxe qu'on a d'avoir 8 soirées au centre-ville, 7 soirées de spectacle, une soirée cinéma pour finir la saison. C'est un beau cadeau qu'on s'offre et qu'on offre à la population. Puis vous essayez vraiment de faire plaisir à tout le monde là, dans les soirées, dans les styles musicaux là, que vous offrez. Bien, on aime ça penser que tout le monde va avoir au moins eu une soirée à eux autres durant l'été. Tu sais, des fois, tu vas ça me rejoint moins, mais ce soir-là, c'était vraiment mon soir. Ça, je suis allé, j'ai aimé ça. Puis les autres soirs, ça ne me rejoignait pas. Bien, au moins, on t'a trouvé. On t'a trouvé une soirée à ton goût. On essaie, des fois, ça dépend de la disponibilité des artistes aussi. On est le vendredi. Hein, fait que, on ne peut pas se déplacer puis en faire un jeudi, une fois un samedi. Il faut que les gens soient disponibles le vendredi à nos dates. Mais on essaie quand même de se promener un petit peu. On sait que la nostalgie fonctionne quand même bien.
Fait qu'on essaie d'aller là-dedans, puis de se promener un petit peu. Puis cette année, ben, comme on avait un à côté en toute fin de saison qui bougeait un petit peu plus, puis qui était plus pour les jeunes, fait qu'on s'est dit, pour les 18-35, disons, fait qu'on s'est concentré plus sur nos soirées traditionnelles. Fait qu'on essaie d'y aller un peu partout, dans les styles aussi, autant pour rejoindre les différentes tranches d'âge que dans les styles, dans le rock, dans la ballade, dans le country, dans le nouveau country. On essaie d'aller un petit peu partout, puis il y a des soirées qui vont bouger un petit peu plus que d'autres. Et tu l'as dit, tu as dit le mot nostalgie, puis je pense que le spectacle du 14 juillet rentre en plein là-dedans. Mon Dieu. Ça, là, cette soirée-là, c'est le magasin Lévesque qui va être avec nous autres pour un beau combo. La première partie, ce sera un hommage au plus grand succès de Joe Dassin. Et ensuite, ben, une de nos légendes de la musique au Québec, Gilles Girard, qui sera sur la scène pour chanter non seulement les classelles, mais aussi des succès des différents groupes des années 60. Il y en avait-tu un peu un autre des années 60, des groupes? Donc, il y avait des succès aussi. Ça fait qu'il va se promener un petit peu dans cette belle décennie-là. Il y a encore de la voix, le monsieur. Hein? C'est étonnant. Vous allez reculer dans vos chaises. Mais on entend beaucoup, je ne veux pas avoir l'air déplacé, mais on entend beaucoup dernièrement. Ah, c'est dommage, on perd nos artistes parce qu'ils décèdent, évidemment, ils ont un certain âge. Mais là, c'est le temps d'en profiter, d'aller voir ces gens-là qui ont fait toute une période musicale vraiment effervescente au Québec, puis qui sont encore là, puis sont encore capables de faire des bons spectacles. Absolument, absolument. Puis il faut en profiter, surtout quand ils viennent chez nous. Ça a été le cas pour M. Raoul Duguay récemment, qui est venu. Il y en a qui ne l'avaient jamais vu en spectacle, puis c'était le moment ou jamais. C'était un de ces derniers. Puis c'est un showman. C'est un showman. Lui aussi, il arrive avec une énergie qui n'a pas de bon sens. Alors, ça va être une vraie belle soirée. Donc, on est bien content d'avoir le magasin Lévesque avec nous pour une belle soirée nostalgique. Oui, absolument. Si on continue justement avec les spectacles, les festifs, donc ceux qui sont en soirée, là, le suivant, il n'est pas un vendredi. C'est un mardi. Et c'est le mercredi aussi. C'est 2 soirs de spectacle consécutifs. Il faut savoir que ce sont les étudiants du programme de production scénique du Centre d'études collégiales de Montmagny qui vont prendre le contrôle de la technique pour cette soirée-là. En fait, pour ces 2 soirées-là. Donc, ils louent du matériel. Il y a des écrans partout. On se croirait au festival d'été. L'enrobage visuel est toujours intéressant. Et on a deux belles soirées. La première, ce sera... puis les 2 soirées aussi avec une première partie. Cette fois-là, ce sera Pied léger. Et Emily Klepper qui va être en prestation principale. Donc, c'est du francophone en première partie et du New Country pour la portion d'Emily Klepper, qui a quand même des racines dans la région et qui a une voix incroyable. Pour vrai, ça va être une fichue de belle soirée. Et le lendemain, c'est 2 auteurs-compositeurs francophones qui sont vraiment à découvrir. Il y en a un qu'on connaît un petit peu plus. Il y a Bottleneck J en première partie, qui a vraiment un son unique et vraiment intéressant. Et c'est David Jalbert qui va clore la soirée. David, je l'appelle David. Donc, ses chansons tournent quand même pas mal sur toutes nos radios. C'est un de ces artistes-là, un peu comme CCR ce soir, mais dans une autre mesure. Mais on se surprend à connaître ses chansons. Oui. C'est vrai. Des fois, on fait « Ah, c'est lui qui chante ça. » Mais ça fait quand même une 20aine d'années qu'il roule sa bosse. Absolument. Fait que, forcément, amené par osmose, il y en a qui sont rentrés, on s'en rappelle. Puis il y en a qu'on va redécouvrir aussi cette soirée-là. Donc, c'est les 18 et 19 juillet. C'est toujours à 20h, les spectacles en soirée. Donc, mardi et mercredi, qui vont précéder le long week-end de la Grand-Messe, dont on reparlera plus tard. Il y a une petite pause, justement, de vendredi, parce que c'est la Grand-Messe. Exact. La Grand-Messe, écoute, c'est le long week-end, donc des 20, 21 et 22 juillet. C'est le nouveau nom pour tout ce week-end-là. Et il y a différents volets. Évidemment qu'il y a le volet braderie, donc les commerçants qui vont sortir sur la rue durant les 3 journées. Donc, le centre-ville, la rue Saint-Jean-Baptiste, de la gare, en tout cas, dans tout ce secteur-là, va être fermé à la circulation automobile parce que les commerçants vont sortir avec des prix complètement fous. Ça sera le temps d'aller faire de belles aubaines. Il y aura des artisans aussi qui vont se joindre à eux et à elles sur la rue aussi. Il y aura de l'animation. Ça va être vraiment des belles journées. Et le samedi, il n'y aura pas d'artisans, mais on rajoute encore plus d'animations sur la rue. Il y aura des chansonniers. Ça va être, honnêtement, ça va être un beau week-end. Si vous avez un endroit à être, là, cette fin de semaine-là, c'est là. Et le vendredi, c'est le volet bière, bouffe et band. Cette année, c'est la nouveauté. Donc, on aura une quinzaine de microbrasseries, sur le site, 4 qui vont être présentes avec nous. Le reste, d'une autre façon. Pas loin d'une 50aine de sortes de bières différentes, donc des produits différents. Il y aura des bières sans alcool, des bières sans gluten, des prêts à boire. En tout cas, bref, il y en aura vraiment pour tous les goûts. 6 camions de rue.
de la bouffe antillaise, mexicaine, les viandes fumées. Il y aura vraiment de tout. Ça va être vraiment intéressant. Et le soir, c'est Phil Lauzon, un ancien de La Voix, qui sera sur la scène pour un spectacle hommage à Luke Combs, donc que des hits en soirée. Il y aura aussi une première partie durant la journée. Pour assister au spectacle, accéder au site, évidemment que ça vous prend le verre officiel et c'est le dernier verre que vous allez acheter parce qu'il est bon pour toutes les autres années après. Il faut savoir que les éditions précédentes ont travaillé avec l'organisation du Festibiaire à Québec, Lévis et Sherbrooke. Et on était un happening de ces gros événements-là. Maintenant, on l'organise de façon tout à fait autonome. Donc, on a les coudes un petit peu plus franches pour faire ce qu'on veut. Donc là, le verre, c'est un verre qui est en vitre. Donc, si vous y prenez soin, vous allez pouvoir le rapporter pour toutes les autres éditions. Tout ce qui va vous rester à acheter, c'est un petit laissez-passer à 5 $. Donc, non seulement l'événement devient de plus en plus écologique, mais de plus en plus économique aussi pour les participants. En plus, si tu me permets, je pense que vous êtes encore en pré-vente. Donc, vous avez encore des meilleurs prix présentement. Jusqu'au 17 juillet, c'est un lundi. Vous pouvez vous procurer le verre et laissez-passer, 15 $. Ce sera 20 $ à la porte. Vous avez plein d'options. Soit vous l'achetez en ligne sur lagrandmesse.com, on va vous préparer tout ça. Soit vous allez à nos bureaux, à l'Hôtel de Ville, à la Coop IGA de Montmagny et également chez OK Pneus André Ouellette. Donc, ce sont parce que IGA et OK Pneus, c'est deux de nos partenaires. Et il y a Marque Imprimaire aussi qui est avec nous pour la portion spectacle. Donc, on est vraiment content de les avoir. On est choyés d'avoir des entreprises qui veulent s'associer à ce genre d'événement-là, puis qui nous donnent un coup de main dans l'organisation. Tout ça, on est bien contents. Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour faire la tournée des autres spectacles, Mathieu. Allons-y en rafale. On y va, le 28 juillet, donc chaque date. Oui, donc les meilleurs succès pop d'hier à aujourd'hui, c'est une formation locale, c'est une soirée qui est présentée, par Promutuelle Assurance. Le 4 août, c'est la grande soirée country. On aura Linda, sans souci, à 16h pour l'animation un peu, puis des cours de danse. Et ensuite, c'est un trio qui va rendre hommage au plus grand succès du country américain. C'est à 20h, c'est Accent Meuble qui nous présente cette soirée-là. La dernière soirée spectacle, c'est le 11 août à 20h. C'est le groupe Cachemire qui nous présente un hommage à Led Zeppelin. Encore une fois, le groupe à voir pour un hommage à ça. À ce groupe-là, c'est le Pub Hyper Taverne qui nous présente ça. Et la Maison La Prise revient avec nous cette année pour offrir le cinéma en plein air. Qui est pour toute toujours la famille. apprécié. Le 18 août à 20h, ramenez vos chaises. On vous fournira, puis on aura du popcorn pour vous. Puis on va dévoiler le film un peu plus tard. Oui, effectivement. Bien, merci beaucoup, Mathieu, d'être passé. Merci, évidemment, Marie. il y a plein d'autres spectacles présentés par Un été chaud. Vous avez reçu le dépliant déjà. Tout à fait. Ça a été distribué dans toutes les résidences. Etéchaud.com, si jamais vous voulez avoir plus de détails, puis lagrandmesse.com. Alors, on va te recevoir bientôt pour parler de ce qui s'amène à l'automne, parce que je sais que la SDI, vous êtes bien occupés. Oui. Donc, on va laisser passer l'été. C'était bien gentil. Puis on se revoit très bientôt. Je te souhaite un bel été, d'ailleurs. Bel été, aussi. Soyez bien informés. L'Info CMA TV, en bref, vous résume les grands titres de l'information en seulement 2 minutes. Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'Info CMA TV en bref. Nouvelle importante dans le monde politique aujourd'hui. L'Info CMA TV, en bref. 2 minutes de nouvelles locales, régionales, nationales, internationales et sportives. L'Info CMA TV, en bref. Du lundi au vendredi au cmatv.ca et sur la page Facebook de... Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Okay. Ma prochaine invitée, c'est Mme Julie Doyon. Et si je donne quelques notes de notre invitée, vous êtes avocate, vous avez travaillé dans l'immobilier. Oui, j'y travaille toujours. Vous avez été, parce qu'on dit, cette passionnée d'histoire de recherche a reçu plusieurs prix et distinctions, et je tiens à le mentionner, la médaille de l'Assemblée nationale et la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour mérite exceptionnel. Madame Julie Doyon, bonjour. Bonjour, M. Montmigny. Merci de nous faire l'honneur de votre visite aujourd'hui. C'est un grand plaisir, un privilège pour moi d'être avec vous. Bien, écoutez, je veux vous montrer, c'est 344 pages. Alors, on aura l'occasion on va essayer de résumer, là, parce que c'est quand même un livre qui est volumineux. Qu'est-ce que c'est que Mission New Liverpool? Bien, Mission New Liverpool, c'est vous savez, avant d'être une paroisse, que ce soit, peu importe la confession, une communauté, c'est d'abord une mission, qui se regroupe autour d'un missionnaire. Ici, c'est un missionnaire anglican. Et des petites missions sur la Rive-Sud, il y en avait beaucoup. Alors, celle de New Liverpool est née vraiment au pied de la Côte-Rouge, à Saint-Romuald, des suites
des marchés prospères amenés par les Britanniques, donc commerce de bois, construction navale. C'est comme ça qu'est né un petit village ouvrier, un petit bourg ouvrier. Et là, on parle début des années 1900. Et par la suite, il va y avoir la construction d'une église. Donc, c'est ça, une mission qui va devenir une paroisse un peu plus tard, mais pour une très brève période, de 1872 à 1893. Ils vont être enfin une paroisse distincte, mais finalement, ils vont être une mission presque toute leur vie, d'où le titre. Il s'appelle comment, cette paroisse-là? Aujourd'hui, est-ce qu'elle existe encore? Ça fait partie de Saint-Romuald. Maintenant, ça n'a jamais existé civilement ou légalement. Ce n'était qu'une petite mission anglicane ou une petite paroisse anglicane, mais ils n'ont jamais réussi à obtenir un décret civil ou une loi qui en confirmait l'existence légale. Mais quand même, c'est très connu. C'est très connu. Puis si vous faites encore des recherches, vous allez découvrir, ça a déjà été un village postal. Et les gens de la place, vraiment, ils ont Nous Liverpool tatoué sur le cœur. C'est tout petit, hein? C'est vraiment au cœur de Saint-Romuald. Ça a 2,5 km de long. Ça part d'à peu près la Côte-Rouge jusqu'à la plage Garneau, donc chemin du fleuve. Et avec le petit renflement qui est au pied du Cap Malakoff, où il y avait vraiment beaucoup d'ouvriers qui habitaient là. Alors, c'est ça, New Liverpool. Mais en même temps, au début du 19e, c'était une place qui bouillonnait d'activité économique à cause des Britanniques qui avaient des commerces importants, pas seulement celui de New Liverpool, mais il y avait aussi les chantiers Etchemin qui appartenaient aux Atkinson, les Ritchie qui avaient aussi des commerces à New Liverpool, les Ross à Saint-Nicolas, tous des anglophones de la Rive-Sud, de confession anglicane, alors qui fréquentaient la petite mitaine. On appelait ça, les lieux de culte anglicans, on appelait ça des mitaines, des meeting house. Alors les francophones l'ont déformé. Alors, c'est une petite mitaine qui est très connue à Saint-Romuald et à Lévis. C'est la plus ancienne à Lévis, qui est plus ancienne que la salle de spectacle que l'on connaît. Est-ce que cet endroit-là est encore... Oui, Est-ce qu'on l'appelle encore New Liverpool? Les gens de la place l'appellent encore New Liverpool. L'église est devenue notre résidence. Alors, vous comprenez ma démarche d'écriture. Mon mari, ma famille et moi, on est en amour avec notre résidence. Alors, si j'ai écrit cette histoire-là, c'est vraiment en hommage aux anglophones qui nous permettent finalement d'habiter cette résidence tout à fait fabuleuse et qui l'ont supportée, même s'ils n'étaient pas nombreux, ils l'ont supportée pendant des décennies. Alors, pour leur rendre hommage, j'ai décidé de retracer leur histoire et de l'écrire dans un volume de 344 pages, qui est bien imagé, par exemple. Il y a beaucoup d'illustrations, il faut le dire. Mais justement, 344 pages, qu'est-ce que vous racontez là-dedans? Parce que il fallait que vous ayez beaucoup de choses à raconter. Je suis partie du début. Je voulais aussi raconter... D'abord, je voulais comprendre. Il faut d'abord s'intéresser au site. C'est un site extraordinaire, près du fleuve, 2 affluents fantastiques, la rivière Chaudière, la rivière Etchemin, de belles forêts, de belles ressources, tant dans le fleuve que dans les forêts. Alors, vous devinez que les Premières Nations ont été les premiers à occuper ces lieux-là. Et il y a eu plusieurs recherches archéologiques qui confirment que les nations autochtones, des Abénaquis en ce qui nous concerne sur le site de l'Église, ont occupé entre, je vous dirais, 8 000 et 10 000 ans avant les Européens. Donc, c'est pas loin, 10 000 ans avant notre ère. Ensuite est arrivée, c'est bien sûr l'époque des Français, avec Eustache Lambert, qui a installé tout le long du fleuve, là, il y avait des pêches à l'anguille. L'anguille était foisonnante. Alors, ils ont vraiment... Ça a perduré quand même plusieurs décennies. Mais c'est vraiment sous l'ère britannique, après la conquête, au début du 19e, quand Napoléon a imposé un blocus continental pour nuire à la Grande-Bretagne, qui était une grande puissance commerciale. Alors, la Grande-Bretagne a été obligée de se tourner vers ses colonies pour aller chercher son précieux bois, entre autres, ne pouvait plus s'approvisionner dans les pays qui étaient autour de la mer de la Baltique. Alors, c'est comme ça que la Grande-Bretagne, vraiment, s'est tournée vers sa colonie et est venue, si vous voulez, exploiter nos richesses. Il y avait beaucoup de richesses, beaucoup de main-d'œuvre, et ils ont installé, pas juste à New Liverpool, mais à plusieurs endroits au Québec, des chantiers de commerce de bois, des chantiers de construction navale pour, naturellement, alimenter l'Angleterre, qui était une grande puissance navale à l'époque. Ça prenait du bois pour construire les navires, notamment. Est-ce qu'il faut faire un lien avec la Davie?
Ah ben oui, la Davie, effectivement, qui était plus à l'est du côté de Pointe-Lévis, du côté d'Aubigny, a été formée au début du 19e siècle, exactement. Est-ce que ces gens-là ont à voir? Oui, j'en fais mention, effectivement. Monsieur Davie, son épouse, c'est intéressant, c'était des presbytériens. Elle était de confession anglicane. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai réussi à retracer sa sépulture, qui avait jamais été découverte par d'autres chercheurs, parce que le registre était dans les archives anglicanes à l'Université Bishop. Alors oui, ces presbytériens-là ont aussi eu un rôle important. Ils ont commencé plus à l'est. Il y en avait un petit groupe, là, à partir du milieu du 19e, ils ont fondé leur propre lieu de culte. Et il va y avoir aussi d'autres confessions, des méthodistes là, qui vont s'installer. Donc, c'est assez fascinant de voir comment ces anglophones-là ont eu beaucoup de lieux de culte sur la Rive-Sud, juste dans le doyenné de Lévis, qui incluait la seigneurie, qui partait de, on va dire, Lobinière, la Beauce, jusqu'à Rivière-du-Loup. Il y avait 28 lieux de culte anglicans. C'est pas rien. Toutes des petites églises qui se ressemblaient souvent. Alors, c'est un peu l'histoire que je raconte, et avec beaucoup, beaucoup de détails. Donc, comment s'est construit notre Église, le presbytère aussi, qui est arrivé en 1878, et comment tout ça va se finir, pas complètement, mais quand arrive la grosse crise économique des années 1880, là, les anglophones vont quitter vraiment de façon importante. C'est vraiment un exode. Et les quelques dizaines qui vont rester, vont porter ça à bout de bras sur leurs épaules. Et de plus en plus, dans le temps, les femmes vont prendre beaucoup de place. Et à la fin, c'est les femmes qui vont vraiment porter cette petite communauté-là sur leurs épaules. À la fin, quand on désacralise l'Église en 1975, ce ne sont que des femmes qui participent aux réunions du Conseil de fabrique. Ah, oui. Ce ne sont que des femmes qui sont mariées. 1900. Là, on est en 1975, oui. Alors, vraiment, les femmes ont eu un rôle très important. Elles étaient très débrouillardes, très ingénieuses pour, par exemple, former des sociétés de couture bien avant les nôtres. Et aussi, elles faisaient des concerts, des festivals, vendaient leurs produits, tout ça pour financer leur église et leur presbytère. Alors, elles étaient très, très, très vaillantes. Elles supportaient finalement aussi la conjointe du révérend, le supportait parce que tous les curés de New Liverpool ont été mariés. Les prêtres anglicans peuvent se marier. Alors, ces femmes-là donnaient un bon coup de pouce dans les communautés. Est-ce que vous avez réussi, on l'a mentionné tantôt, 344 pages, parce que je vous écoute, puis vous parlez tellement avec passion, à tout résumer, à tout dire, ou est-ce qu'il va y avoir un volume 2? Un tome 2, je ne le sais trop. Nous verrons où l'aventure nous mènera. Est-ce que vous avez pu résumer? Parce que, à un moment donné, c'est plusieurs années d'histoire. J'ai forcément résumé, mais je voulais vraiment suivre cette petite communauté-là par décennies. Et pour vous dire aussi, il y a effectivement un tome 2 que sont les annexes qui sont disponibles en ligne. Alors, la petitesse de la paroisse m'a permis de dresser la liste des personnes baptisées qui se sont mariées et qui ont été enterrées à l'Église. Et il y a de magnifiques photographies que je n'ai pas pu mettre dans le volume parce que certaines me sont parvenues trop tard. Alors, celles-là sont disponibles en ligne. Alors, est-ce qu'il y aura une suite, un tome 2, une réédition? Bien, ça dépend de l'accueil des gens, mais déjà, les gens l'accueillent très favorablement. Alors, je suis assez ravie. Bon, vous l'avez dit, vous n'êtes pas auteur, vous êtes avocate ou à la retraite. Comment vous avez... Pas à la retraite, non. Vous, là. Non, ne me mettez pas à la retraite. Je suis trop jeune. Je le fais par temps perdu. Vraiment à temps perdu. Alors, le soir, de fin de semaine... Bien, à partir de 2015, ça a pris finalement 8 ans. C'est beaucoup plus intensif beaucoup plus intense la dernière année et les dernières semaines, où là, j'ai pris vraiment quelques semaines de congé pour finaliser ça. Mais non, j'ai vraiment fait ça de soir de fin de semaine. Mon mari est heureux de me récupérer, tout comme les enfants.
parce que j'ai passé beaucoup de temps, effectivement. La pandémie a aidé, par exemple. C'est la recherche. Il y a beaucoup de recherche là-dedans? Oui, beaucoup de choses se font en ligne. Nous avons des ressources fabuleuses maintenant. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, il faut le dire, vraiment, permettent des recherches en ligne dans toutes sortes de fonds et aussi dans les journaux d'époque. Ça, c'est vraiment une grande richesse. Et toutes nos institutions nationales, que ce soit le Musée de la civilisation, les musées des beaux-arts, au Québec, mais aussi ailleurs au Canada, tout ça est en ligne. Beaucoup de choses sont en ligne, pas tout. Donc, ça nous permet, dans le confort de notre foyer, de faire des recherches vraiment heureusement, parce qu'avec la pandémie, on ne pouvait plus aussi aller sur place. Il y a des choses qui ne se consultent que sur place parfois, les fameux actes notariés, qui sont écrits en petites pattes de mouche. Mais ça, il faut se rendre sur place à BANQ, fouiller les greffes de notaire. C'est assez passionnant. C'est très long, par exemple. C'est très long à faire. Est-ce que cette expérience-là vous a appris... vous parlez de ce petit coin de terre-là, là, mais est-ce que, dans vos recherches, ça vous a permis de découvrir d'autres... D'autres des gens ou de découvrir des... Je n'arrête pas d'en découvrir. Justement, une des histoire, choses... Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça. Ah oui, puis moi, j'ai lancé beaucoup de pistes dans mon livre parce que je ne pouvais pas tout fouiller, parce que mon livre aurait eu 500 pages, mais il y a effectivement beaucoup de pistes que j'ai laissées. Est-ce que c'est moi qui les poursuivrai? Est-ce que d'autres le feront? Et j'ai mis beaucoup de références aussi pour aider ceux qui voudraient aller plus loin, parce que il ne faut surtout pas recommencer ce genre d'ouvrage-là. Il faut partir de là et aller toujours plus loin. Mais oui, j'ai fait des découvertes fabuleuses. Et les gens qui viennent, qui achètent le livre, me parlent de choses que j'ignorais. Par exemple, quelqu'un me disait qu'il y avait un commerce juste en face de l'hôtel de ville de Saint-Romuald qui était un commerce du docteur de la famille Bergman, des Juifs qui avaient un espèce de magasin général. J'ignorais complètement cette réalité-là. Alors, c'est vraiment plein de faits comme ça, nouveaux, qu'on découvre. Et peut-être qu'on écrira la suite de l'ouvrage sur Saint-Romuald, écrit par Benjamin Demers, qui s'est terminé en 1906. Mais ça va prendre toute une équipe pour le faire. En quelques secondes, qu'est-ce que vous retenez de votre expérience? Moi, ce que je retiens... Avant l'entrevue, vous n'êtes pas auteur. Non, moi, ce que je retiens, c'est le plaisir d'écrire sur les autres. J'aurais pu faire comme plusieurs, puis écrire sur les Canadiens français, catholiques romains, des gens comme moi, mais j'avais le goût d'écrire sur les gens qui sont complètement différents, d'une confession différente, avec un langage différent. Et ça m'a amené beaucoup de bonheur. Et puis, on ne devrait pas se priver de le faire. Ces gens-là ont une histoire fabuleuse à raconter et on s'en est privé. Souvent, on n'écrivait que sur nous. Et là, il faut écrire en toute objectivité, parler des autres. Et ça amène des ouvrages qui sont quand même très intéressants. Il est disponible partout? Il est disponible en librairie, effectivement, dans toutes les librairies. En ligne, en ligne ou dans toutes les librairies indépendantes, les librairies que l'on connaît bien, le Renaud-Bré, Archambault, mais partout. Écoutez, je vous le dis, là, puis il y a des photos, il y a beaucoup de photos. C'est 344 pages d'histoire. C'est l'histoire de sa communauté anglicane et de son Église, c'est Mission New Liverpool. C'est aux éditions Septentrion. Alors, Madame Julie S. Doyon, merci d'avoir été avec nous. Je pensais que vous étiez à la retraite pour avoir pour avoir réussi ce tour de force, oui. Parce que c'est quand même, quand même volumineux. Et pour faire ce genre de livre-là, il faut faire de la recherche. Donc, j'imaginais que vous aviez beaucoup plus de temps que ça à le faire, mais ça vous a pris 8 ans pour le faire. Ça m'a pris 8 ans pour le faire. Ben, merci à vous. Alors, il est disponible partout, dans toutes les bonnes librairies. Julie S. Doyon et Mission New Liverpool. Ça complète, dans quelques instants, les grands titres de l'actualité. Quand j'ai vu la programmation des Arts de la scène, je ne pouvais pas faire autrement qu'être très, très heureuse de voir que le Cirque Alphonse allait passer à Montmagny, à la salle Édouine Bélanger, le dimanche 7 mai prochain à 19h. Si vous ne connaissez pas le Cirque Alphonse, c'est une bonne façon de le découvrir avec nous. Aujourd'hui, Antoine Carabinier-Lépine, qui est l'âme de ce cirque-là, l'une des âmes du cirque, si je pourrais dire. Bonjour. Bonjour. Parce que c'est une histoire de famille, le Cirque Alphonse. Oui, complètement. Ça fait à peu près 16-17 ans qu'on tourne à travers le monde. En fait, on a commencé avec mon père pour ses 60 ans. On voulait lui offrir un cadeau d'anniversaire. Puis on a décidé de monter un spectacle.
Puis à partir de là, le Cirque Alphonse est né. Donc, il y a mon père dans le spectacle, il y a ma soeur, ma blonde, mon beau-frère, puis pas mal d'amis que ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Le spectacle Animal, c'est celui que vous allez venir présenter. On sait que le Cirque Alphonse fait de tout, mais vraiment de tous les genres. Cette fois-ci, on va voir quoi avec Animal? Cette fois-ci, ça se passe dans la ferme, en fait. Donc, on s'est inspiré du côté très fermier du Québec. Il y a encore de la musique live, il y a beaucoup d'acrobatie. On jongle avec des fourches, des seaux, on fait de la planche trottoir avec des roues de tracteur. Il y a même un taureau mécanique à la fin du spectacle. Donc, il y a de tout pour tout le monde. Donc, on comprend pourquoi le spectacle est à 19h un dimanche après-midi. C'est parce que ça prend un bon bout de temps à s'installer, là. Oui, exact. On ne peut pas arriver puis jouer directement le spectacle. C'est quand même un spectacle à grand déploiement. On est 9 sur scène. Donc, ça prend un léger temps de montage. Et quelle équipe vous avez avec vous? On est 6 acrobates. En fait, on est 5 acrobates. Il y a mon père qui est plus personnage. Il fait un petit peu d'acrobatie aussi. Puis on a 3 musiciens live très talentueux qui font la musique tout le long du spectacle avec nous. Et tout le monde touche un peu à tout. Donc, autant les musiciens sont sur scène avec nous des fois pour faire des trucs de cirque. Et nous, on est aussi à la musique de temps en temps. Il y a du chant, de la danse. C'est vraiment pour tous les âges. Est-ce que vous restez dans le électro-trad, encore une fois? Non, cette fois-ci, on a plus été du côté... On reste avec le côté trad, mais plus un côté funk agricole, comme on dit. Punk agricole? Ça se décrit comment? Ouais, c'est le terme qu'on s'est donné pour la musique du spectacle. Donc, on va voir un peu de tout avec vous. Ça fait combien de temps que vous tournez avec Animal? Animal, on l'a tourné aussitôt qu'on a pu sortir de la pandémie, en fait, que ça a réouvert. On l'a créé pendant la pandémie. Ça a été assez complexe, tout ça. Puis là, ça fait, je dirais, presque 2 ans qu'on le tourne. On a fait pas loin de 150 représentations à travers le monde. Déjà 150 représentations. Est-ce que vous faites encore les spectacles précédents? Est-ce qu'ils vous sont encore demandés? Il y a Barbu qu'on refait de temps en temps, qui est un spectacle qu'on garde en banque, en fait, qui est plus un cabaret, qui était électro-trad, justement. Par contre, les autres spectacles, on les arrête parce que c'est toujours nous qui sommes sur scène, donc on peut pas vraiment se splitter en deux puis faire 2 spectacles différents. Donc on continue Barbu de temps en temps, puis là, c'est Animal qui tourne à fond, en fait. Est-ce que vous avez déjà des idées pour le prochain spectacle? On y pense. On va se garder une petite gêne là-dessus. On ne sait pas encore où ça s'en va. C'est bon. Merci beaucoup, Antoine Carabinier-Lépine, d'avoir été avec nous et de nous avoir partagé quelques informations sur Animal. Bien sûr qu'on pourra aller voir le dimanche 7 mai prochain, 19h, du côté des Arts de la Scène à la salle Edwin Bélanger. Vraiment, pour les amateurs de cirque, les amateurs de choses vraiment particulières, c'est le Cirque Alphonse qu'il vous faut. Merci. Merci beaucoup. Au plaisir. Et c'est complet pour ce jeudi 3 août. Demain, à CMA TV en vacances, on va s'entretenir avec Catherine Couillard qui nous parlera du lancement de la programmation du Carrefour mondial de l'accordéon. Aussi, chronique prévention avec Mathieu Labrec de Promutuelle Assurance sur les travaux par point chaud. Et aussi, Marc-André Rioux, il est président du comité organisateur de la Semaine du patrimoine de Saint-Roch-des-Aunais. Il viendra nous donner plus de détails sur l'édition qui débutera d'ailleurs ce 6 août prochain. Le club de golf Montmagny est un superbe terrain de golf avec son panorama donnant directement sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. Son parcours de 18 trous en normal 72 a de quoi donner des maux de tête même aux habitués de ce sport. D'une distance de 6400 verges, le club de golf Montmagny mettra à profit l'ensemble des bâtons dont vous disposez. Vous voulez passer du bon temps dans un décor magnifique? Le club de golf Montmagny. Pour information, 418 248 1872 ou golfmontmagny.org. Du 23 au 27 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile. Bingo le jeudi avec 4200 $ en prix. Vendredi, plusieurs activités, spectacles en soirée avec Phil Lauzon, les deux frères et hommage à AC/DC avec High Voltage. Samedi, compétition forestière, structure gonflable, parade, spectacle avec Alter Ego, Québec Redneck Bluegrass Project et hommage à Bob Bissonnette. Dimanche, brunch, compétition et Paul Darèche en après-midi.
Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile du 23 au 27 août, festivaldubûcher.ca. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Le Festival rétro de Cap-Saint-Ignace est de retour pour une 13e édition les 11, 12 et 13 août prochains au Parc Optimiste. Plusieurs groupes de musique rétro seront sur place pour vous rappeler les plus beaux souvenirs. Exposition et parade de voitures antiques, méchoui le samedi soir, brunch le dimanche matin, emplacement pour roulotte, tout a été pensé pour vous faire passer de bons moments au Festival rétro de Cap-Saint-Ignace au profit de l'organisme Marchand de Bonheur, levée de fonds pour les enfants malades. On vous attend.